Encerclés, avant même que la poussière ne soit retombée, et déjà la fumée vous monte à la gorge, les murs autrefois imprenables de votre ville sont désormais en ruine, fragments de pierre et éclats. Au-delà du champ de bataille, une vaste étendue de cavaliers s'étend à perte de vue, leurs drapeaux flottant à chaque rafale de vent, chacun portant des symboles annonçant votre fin imminente. Cependant, la mort n'est peut-être pas votre préoccupation première. Car si les Mongols vous épargnent une exécution immédiate, ce qui s'ensuit pourrait être une épreuve méticuleuse, inventive et impitoyable qui pourrait vous faire aspirer à une fin expéditive. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi survivre à la capture des Mongols était rarement un triomphe, mais plutôt le début de quelque chose de bien plus pénible. Au début du XIIIe siècle, l'ascension de l'Empire mongol fut moins marquée par ses seules prouesses sur le champ de bataille que par sa réputation redoutable. La simple observation d'un cavalier solitaire pouvait semer la peur dans les villages. Les rumeurs se propagèrent plus vite que leurs chevaux rapides, et ces rumeurs n'étaient pas des histoires inventées de fantômes, mais des récits authentiques de villes disparues des cartes, de survivants transformés en avertissements vivants et de châtiments si cruels, stratégiquement parlant, qu'ils servaient de guerre psychologique. La guerre mongole ne se limitait pas à l'acquisition de territoires. Il s'agissait de faire paraître la résistance vaine, de forcer l'ennemi à capituler avant même la première flèche. La captivité sous les Mongols signifiait non seulement un destin personnel, mais aussi un message adressé aux adversaires potentiels. Les Mongols avaient compris ce que les tyrans, les conquérants et les méchants du cinéma ont compris depuis. La terreur est plus efficace lorsqu'elle est visible de tous. Lorsqu'une ville refusait de céder, les conséquences n'étaient pas dissimulées dans un donjon secret. Elles étaient plutôt dramatisées comme un spectacle théâtral. Les survivants pouvaient être exhibés pour assister à des massacres ou laissés indemnes mais défigurés. Titubant vers la prochaine colonie, témoignage du prix de la rébellion. Une tactique particulièrement effrayante employée par les Mongols consistait à utiliser les prisonniers comme boucliers humains lors des batailles à venir. Les captifs d'une ville étaient ligotés et conduits vers les murs d'une autre, obligeant les défenseurs à tirer sur leurs semblables s'ils souhaitaient résister. L'intention était claire, les Mongols pouvaient transformer votre survie en arme contre votre propre peuple. Les châtiments mongols se distinguaient notamment de ceux des autres empires de la même époque. Il ne s'agissait pas d'actes de violence aléatoires, ils étaient stratégiques. Un châtiment était infligé non seulement pour la douleur qu'il infligeait, mais aussi pour ce qu'il transmettait aux spectateurs. Certaines méthodes, bien que simples en apparence, se sont révélées si dévastatrices qu'elles sont devenues partie intégrante de la tradition mongole. L'une des méthodes utilisées était la mort par piétinement. Les prisonniers étaient allongés à plat ventre sur le sol tandis que des chevaux les enjambaient, non pas au galop, mais avec des mouvements contrôlés. Les cavaliers prenaient un soin d'éviter d'écraser la tête instantanément, optant plutôt pour un procédé lent et horrible, où les sabots broyaient les côtes, les membres et d'autres parties du corps. Cette technique était employée par les Mongols qui interdisaient de verser le sang royal, leur permettant d'exécuter des nobles sans verser de sang. Les Mongols ne se contentaient pas de détruire les corps, ils ciblaient d'abord les esprits. Avant les exécutions, les prisonniers pouvaient être soumis à la famine, à la déshydratation ou contraints d'assister au supplice d'autrui. Dans certains cas, on leur épargnait la vision de leur propre mort imminente. Et on les soumettait plutôt au bruit des chevaux piétinant, des cordes se tendant, des os se brisant, permettant à leur esprit d'évoquer des images bien pires. Pour ceux qui survécurent, l'intention était de provoquer un traumatisme psychologique plutôt que la mort physique. Les prisonniers étaient délibérément défigurés par les Mongols, visages tranchés, oreilles arrachées et nez coupés, rappel permanent de leur défaite et du coût élevé de la résistance. Réputés pour leur sens pratique, les Mongols utilisaient également la punition pour servir leurs intérêts militaires. Les prisonniers étaient rapidement contraints au travail, creusant des tranchées, fabriquant des armes de siège ou transportant des fournitures pour l'armée qui avait détruit leur patrie. Si un prisonnier succombait à l'épuisement, il était simplement abandonné sur place, servant d'exemple. Pour les Mongols, un cadavre était plus qu'un simple cadavre, c'était un outil, un signal d'alarme et même un élément du paysage terrifiant qu'ils créaient. L'un de leurs châtiments non mortels les plus connus était l'étranglement avec la corde de l'arc, car la légende et la culture mongole interdisaient généralement de verser le sang noble. Pour abattre un prisonnier de haut rang sans endommager sa peau, une méthode fut mise au point. Une corde d'arc tendue autour du cou, entraînant la mort par suffocation sans bruit ni effusion de sang. Cependant, tous ne subissaient pas ce sort paisible. Les coups à coups de gourdins lourds étaient fréquents et souvent mortels. Les Mongols n'avaient pas besoin de fractures du crâne pour tuer quelqu'un. Des coups stratégiques aux côtes ou au dos
pouvaient le priver de respiration ou provoquer une hémorragie interne jusqu'à l'arrêt total de ses mouvements. La survie n'était pas toujours synonyme de tourments physiques, mais d'avilissement. Un commandant vaincu pouvait être humilié publiquement en étant exhibé devant ses anciennes troupes, ligoté, sale et meurtri, contraint de lire un message de reddition au nom de ses ravisseurs, ce qui sapait instantanément leur morale. Après avoir utilisé le prisonnier comme un pion, ils finissaient par mettre fin à leur jour, anéantissant les derniers vestiges de dignité. Bien que réputés pour leur efficacité sur le champ de bataille, les Mongols infligèrent des châtiments prolongés lorsqu'une intimidation intense était nécessaire. Un récit raconte que des captifs étaient enfermés dans des peaux d'animaux fraîchement abattus, souvent de bœufs ou de chevaux, et exposés au soleil. En séchant et en rétrécissant, la peau comprimait le corps de la victime et interrompait la circulation sanguine, transformant l'intérieur humain en une masse rigide, solidaire de la peau. Le symbolisme était intentionnel. Vous étiez dévoré au sens figuré par les animaux sur lesquels les Mongols comptaient pour leur victoire. Les Mongols excellaient à transformer les croyances de leurs adversaires en armes psychologiques. Si votre culture percevait la mutilation comme un obstacle à l'entrée dans l'au-delà, les Mongols s'assuraient que votre corps soit profané en conséquence, sectionnant les tendons, démembrant des parties du corps ou incinérant les restes. Il ne s'agissait pas d'une cruauté désinvolte, c'était une guerre psychologique calculée et elle s'est avérée efficace. Les individus qui redoutaient autant le châtiment spirituel que les tourments physiques se rendèrent souvent sans résistance, préférant ne pas risquer d'être capturés. L'une des tactiques les plus cruelles employées par les Mongols avec leurs captifs consistait à les contraindre à jouer un rôle involontaire lors de leur prochaine conquête. Imaginez, vous êtes capturé après la chute de votre ville, lié avec des centaines d'autres survivants, et contraint de marcher vers les murs d'une autre ville qui résiste encore. Les Mongols vous poussent en première ligne. Derrière vous, des rangs d'archers, arcs bandés, prêts à l'action. Au-dessus de vous, les défenseurs sur les remparts regardent en bas, conscients que s'ils touchaient les Mongols, ils devraient tirer sur leurs propres troupes. Dans certains cas, les Mongols rendaient ce choix plus difficile en plaçant des nobles locaux, des prêtres ou des membres de leur famille en première ligne. Lors des sièges où les défenseurs refusaient de céder, cette stratégie s'est avérée très efficace. Le choix n'était pas entre gagner ou perdre, mais entre tuer ses proches ou ouvrir les portes. En cas de capture sans mort immédiate, l'une des peines les plus faciles, mais aussi les plus destructrices, était la famine lente infligée par les Mongols. Ils épargnaient les ressources aux captifs inutiles. On pouvait vous enfermer dans un enclos improvisé avec de nombreux autres, avec un minimum de nourriture et d'eau. Les gardes pouvaient passer et manger vos rations, s'assurant que vous observiez chaque bouchée consommée. Parfois d'histoire, ils oubliaient de vous exécuter complètement. Une fois trop fragile pour tenir debout, ils vous abandonnaient, anticipant une maladie ou des charognards pour achever le travail. Cette tactique servait également de guerre psychologique. Les autres prisonniers étaient témoins de votre détresse et comprenaient rapidement à quel point vous étiez superflu. Si les Mongols pouvaient utiliser votre travail avant de vous éliminer, ils le faisaient. Les captifs étaient souvent contraints d'accomplir des tâches dangereuses pendant un siège, comme enfoncer des tours de siège sous le feu ennemi, transporter de lourdes provisions à travers les rivières ou creuser des tranchées exposées aux flèches. Dans de nombreux cas, ces rôles n'étaient pas conçus pour durer. Les Mongols vous considéraient comme une main-d'œuvre jetable. Si vous trébuchiez pendant le travail, vous étiez abandonné sur place et un autre captif était contraint de vous déplacer et de continuer à travailler. Pour les captifs de haut rang, les Mongols respectaient leur propre tabou culturel interdisant de verser le sang des nobles, ce qui donnait lieu à certaines des méthodes d'exécution les plus singulières de l'histoire. L'étranglement à la corde d'arc, réputé pour son silence, son efficacité et l'absence d'effusion de sang étaient l'une de ces méthodes. Cependant, il en existait d'autres. Être écrasé sous des poutres de bois ou de lourdes portes, suffoqué sous des couches de feutre jusqu'à la mort, ou avoir le cou brisé par une torsion rapide ou un lourd bâton. Ces pratiques n'étaient pas seulement pratiques, elles relevaient du cérémonial. L'exécution d'un noble n'était jamais faite à la légère. C'était un acte intentionnel, accompli d'une manière qui permettait aux Mongols d'affirmer qu'ils avaient respecté leurs propres lois, même lors des conquêtes. Certains prisonniers étaient maintenus en vie, non pas pour du travail ou une rançon, mais simplement pour le transport. Ils étaient contraints de parcourir des centaines de kilomètres à pied en terre étrangère, souvent sans vêtements, nourriture et repos appropriés. La marche elle-même servait de punition. Lors des hivers rigoureux, le froid était aussi mortel que pour n'importe quel soldat mongol. Les prisonniers racontaient là des cas d'engelure si graves que les doigts et les orteils noircissaient et tombaient bien avant que les Mongols estiment avoir atteint leur destination.
Parfois, le voyage se terminait dans un lieu isolé, laissant les prisonniers trop loin de toute implantation pour y résister. Les Mongols comprenaient que l'humiliation pouvait être plus préjudiciable que les tourments physiques. Les prisonniers, en particulier les chefs, étaient parfois dénudés, ligotés et contraints de servir de la nourriture ou des boissons de mauvaise qualité aux généraux mongols lors des festins de victoire. D'autres étaient contraints de ramper à quatre pattes pour implorer leur vie, pleinement conscients qu'ils ne seraient pas épargnés. Parfois, ces humiliations publiques menaient directement à des exécutions rapides. D'autres fois, les suppliciés étaient maintenus en vie simplement pour une humiliation supplémentaire devant de nouveaux spectateurs. Parmi les châtiments particuliers relatés dans les chroniques, il y en avait un étrange. L'enterrement debout, seule la tête étant exposée au-dessus du sol. Ils subissaient cette épreuve pendant des heures, voire des jours, soumis à des conditions climatiques extrêmes, immobilisés par des coups de soleil brûlants ou des gelures faciales. C'était un avertissement sévère, défiez-les, et vous pourriez devenir partie intégrante du champ de bataille. Les Mongols, connus pour leur utilisation de la guerre biologique, bien avant qu'elle ne porte un nom, catapultèrent des cadavres infectés par la peste par-dessus les murs des villes lors de plusieurs sièges. Il ne s'agissait pas toujours d'inconnus. Il pouvait aussi s'agir de captifs trop faibles ou blessés pour être utiles, abandonnés à la maladie et utilisés plus tard comme projectiles mortels. Pour les défenseurs de l'intérieur, la reconnaissance de visages familiers accentuait la sombre réalité de l'épidémie par la terreur. Il ne s'agissait pas d'une simple cruauté, mais d'une stratégie mêlant impact psychologique, catastrophe sanitaire et avantages militaires. Les Mongols libéraient parfois des captifs, non par bienveillance, mais en guise d'avertissement. Les survivants renvoyés dans leur ville y servaient de sinistres rappels, portant des marques visibles de mutilation, le nez, les oreilles ou les mains manquant. Dans certains cas, ils étaient marqués ou tatoués de signes indiquant leur captivité mongole. Ils devinrent la preuve vivante et la propagande vivante des conséquences de la résistance. Les cicatrices qu'ils portaient les marquaient, en tant chacun de leur pas. Les Mongols apprirent à comprendre les croyances de ceux qu'ils conquirent, puis les transformèrent en armes. Sachant qu'un jour spécifique est sacré dans votre culture, ils pouvaient organiser des exécutions ce jour-là. S'ils étaient conscients de la peur de mourir sans sépulture digne de votre peuple, ils pouvaient se débarrasser des corps d'une manière qui empêchait les rites traditionnels, provoquant ainsi une profonde détresse. Il ne s'agissait pas de vandalisme aveugle, mais d'une guerre psychologique calculée visant à affaiblir fondamentalement le moral. Pour certains, la peine n'était pas un spectacle grandiose, mais plutôt une vie de servitude. Des prisonniers qualifiés, tels que des forgerons, des charpentiers et des armuriers, étaient là parfois épargnés spécifiquement pour travailler pour les Mongols. Cependant, être épargné ne signifiait pas la liberté. Vous pouviez être transporté à des centaines de kilomètres de chez vous, contraint de fabriquer des armes et des armures pour l'armée qui avait dévasté votre ville. Les membres d'une même famille pouvaient être séparés et placés dans des unités ou des camps différents, rendant les retrouvailles impossibles. Pour les Mongols, un captif qualifié et vivant était un investissement. Pour le captif, cela signifiait un châtiment prolongé et implacable. Lors des représailles mongoles, le secret n'était pas une priorité. On recherchait plutôt une foule nombreuse. L'ampleur du public amplifiait l'impact psychologique. Dans certains cas, les châtiments étaient du public, se déroulant en plein air à l'extérieur de la ville conquise, obligeant les témoins à se rassembler et à observer. Des familles entières étaient contraintes d'assister aux exécutions, garantissant que l'image resterait gravée dans leur mémoire pour l'éternité. Les dirigeants mongols comprenaient que la crainte du châtiment était tout aussi bénéfique que le châtiment lui-même. Plus le spectacle était percutant, plus la peur les précédait dans leur objectif. L'un des massacres mongols les plus tristement célèbres eut lieu à Nishapur, en Perse, en 1221. Après la mort d'un commandant mongol au combat, sa femme, Turigan, chercha à se venger. Les Mongols encerclèrent la ville, s'en emparèrent et organisèrent des exécutions massives. Certains récits évoquent des centaines de milliers de personnes massacrées, bien que les estimations historiques se varient. Les survivants ne furent pas épargnés non plus. Dans de nombreux cas, les survivants furent humiliés publiquement, soumis au travail forcé ou déplacés. Des ouvriers qualifiés furent arrachés à leurs familles et envoyés loin dans les territoires sous contrôle mongol pour ne jamais revenir. La ville fut punie, autant que ses habitants, les éléments servant de complices. Les Mongols, experts en steppe, exploitaient les conditions météorologiques contre leurs captifs. En hiver, les prisonniers pouvaient être intentionnellement laissés sous-vêtus, exposés au vent violent pendant de longues périodes avant toute torture physique. En été, les captifs pouvaient être laissés ligoter au soleil sans eau jusqu'à l'épuisement, amplifiant l'intensité des tourments ultérieurs.
Exposer les prisonniers aux extrêmes de la nature était une stratégie efficace. Cela les affaiblissait sans même utiliser une seule flèche et faisait craindre aux survivants les aspects les plus élémentaires de la vie quotidienne. La captivité ne garantissait pas le même sort pour tous. Les femmes et les enfants, bien qu'épargnés par la mort immédiate, n'échappaient pas à un sort cruel. Les femmes pouvaient être soumises à la servitude, mariées de force à des guerriers mongols ou prises comme concubines dans les foyers des commandants. Il ne s'agissait pas d'un acte arbitraire. C'était une stratégie calculée pour assimiler les vaincus à la société mongole et atténuer la rébellion. Les garçons, en particulier, pouvaient être formés au service militaire. Dans certains cas, ils étaient hommes déplacés si loin de leur patrie que toute réunification était impossible. L'éloignement forcé de leur culture constituait une punition en soi, effaçant progressivement leur identité antérieure. Les artisans, comme les forgerons, les tisserands ou les armuriers, étaient à la fois prisés et confinés. Les captifs qualifiés étaient souvent déplacés à travers l'Empire, parfois à des centaines, voire des milliers de kilomètres de chez eux. À Karakorum, la capitale mongole, on pouvait se retrouver à fabriquer des objets pour une cour qu'on n'avait pas servie volontairement. S'en libérer était un défi, non seulement à cause des barrières géographiques, mais aussi à cause de l'encerclement d'une population étrangère parlant une langue inconnue et sous surveillance constante. Les Mongols ne comptaient pas uniquement sur le massacre pour dominer, ils éliminaient aussi la résistance par l'assimilation. Des groupes entiers de captifs étaient contraints de s'installer sur des terres contrôlées par les Mongols, d'épouser des membres des communautés locales, de servir dans des unités militaires et de se fondre dans leur société. Il ne s'agissait pas d'un acte de bienveillance mais d'une manœuvre stratégique. En dispersant les communautés et les survivants, les Mongols rendaient presque impossible le regroupement et la rébellion des anciens adversaires. On pouvait survivre, mais on vivait au sein du système qui nous avait conquis, impuissant et incapable de résister. Les Mongols punissaient souvent des villes entières d'un seul acte calculé. Dans certains cas, après la conquête, les villes peuvent être laissées debout, mais profondément transformées, plutôt que d'être complètement démolies ou vidées de leurs habitants. Les murs, les portes et les marchés peuvent être détruits. Les survivants sont autorisés à résider, mais sous une stricte supervision mongole, leur mobilité étant restreinte et les dirigeants locaux remplacés par des Mongols désignés. La ville devient ainsi un symbole tangible de la soumission, un rappel constant des événements passés et des nouveaux dirigeants. Le châtiment n'était pas seulement physique, des conséquences culturelles étaient également infligées. Les sites sacrés pouvaient être démolis, les textes sacrés incinérés et les coutumes autochtones interdites. Les dirigeants et les anciens pouvaient subir une faim violente, non seulement pour prendre le contrôle, mais aussi pour effacer le souvenir de la rébellion. Pour les captifs, cela signifiait que la préservation de la vie pouvait signifier la perte de tout ce qui leur était familier. Foyer, tradition, langue et leadership en un court laps de temps. Les Mongols étaient de méthodiques dans leur cruauté, prolongeant les souffrances des captifs en les forçant à assister à la démolition de leurs maisons ou à la mort de leurs proches, instillant un mélange de tristesse et de peur dans leurs derniers instants. Au moment de l'exécution, les Mongols avaient déjà acquis ce dont ils avaient de besoin. La terreur comme arme contre autrui, la force de travail pour leurs machines de guerre ou la démonstration de leur force inflexible. L'efficacité du châtiment mongol résidait dans sa nature systématique. Chaque acte avait un but. Décourager la rébellion par l'exemple, extraire la valeur des captifs avant de les tuer et modeler les populations pour qu'elles puissent les gérer. Cette synergie d'efficacité, d'adaptabilité et d'acuité psychologique explique la rapidité avec laquelle leur empire s'est étendu. Et leur capture a rarement permis leur survie. Le système juridique mongol, connu sous le nom de yassa, ne comportait pas de manuscrits mais établissait des lois pour son empire, régissant divers aspects, du commerce à la conduite militaire, en passant par l'application des sanctions. La loyauté envers le khan était primordiale sous le yassa. La trahison, le pillage de l'armée ou le non-respect des ordres justifiaient la peine capitale. Le sort des captifs dépendait non seulement de leurs actes, mais aussi du contexte politique immédiat. Si la mort avait un but, avertissement, châtiment ou remontant le moral, elle était exécutée rapidement. La survie, aussi utile soit-elle, était soumise aux conditions mongoles. Si toutes les punitions mongoles n'entraînaient pas la mort, cela ne signifiait pas nécessairement un retour à la normale. Certains captifs étaient délibérément estropiés, tendons des jambes sectionnés pour une immobilité à vie, mains ou doigts amputés pour entraver le combat ou le travail, ou défigurés pour les marquer à jamais comme des adversaires vaincus. Dans certaines régions, les prisonniers étaient d'or marqués au fer rouge, laissant des marques indélébiles.
Ce marquage n'était pas seulement douloureux, mais servait également d'identification. Vous deveniez un symbole vivant d'avertissement, annonçant votre capture et vos ravisseurs partout où vous alliez. Lors de l'invasion mongole de la dynastie Jin, la ville de Kaifeng fut prise après un siège prolongé. Les Mongols ne se contentèrent pas de piller et de partir. Ils capturèrent de nombreux prisonniers, se concentrant sur les artisans qualifiés à relocaliser. Nombre d'autres furent exécutés et les autres contraints de transporter du matériel pour la campagne suivante. Les archives historiques montrent que certains fonctionnaires capturés furent étranglés avec des cordes d'arc sans une seule goutte de sang, tandis que d'autres furent maintenus en vie, principalement pour aider à gouverner la ville sous la supervision mongole. Cette peine servait autant à restructurer la société qu'à se venger. Lorsque les Mongols envahirent les principautés russes au XIIIe siècle, la résistance se solda souvent par l'anéantissement total. Le siège de Ryasan en 1237 fit l'objet de récits relatant des massacres généralisés, des églises rasées et des survivants réduits en esclavage. Certains furent conduits vers l'est, au cœur de la steppe, pour ne jamais revenir. D'autres furent contraints de combattre dans les campagnes mongoles contre les États voisins, les transformant ainsi en soldats de l'Empire même qui avait ravagé leur patrie. La reddition pouvait améliorer les chances de survie, mais elle n'était pas une garantie de sécurité. Si une ville s'était déjà rebellée ou si le Khan ordonnait son anéantissement total, la reddition arrivait trop tard. Dans certains cas, des personnalités importantes furent épargnées, mais assistèrent à l'exécution de leurs compatriotes. Dans d'autres, seuls des groupes spécifiques, comme les artisans ou les marchands, furent autorisés à vivre, tandis que le reste de la population était tué ou réduit en esclavage. Le message était clair, les Mongols privilégiaient l'utilité à la compassion. Les exécutions mongoles pouvaient être rapides, mais lorsque la victime avait une importance, le processus devenait cérémoniel. Les prisonniers nobles pouvaient être contraints de s'agenouiller devant le khan ou ses commandants lors de la sentence. En cas de strangulation, la corde de l'arc était tendue à la vue de tous, ce qui assombrissait le teint du condamné avant qu'il ne perde connaissance. Le calme qui s'ensuivait était essentiel, car mourir sans effusion de sang était également une démonstration de contrôle et de pouvoir. Outre les meurtres et les mutilations, les Mongols déracinaient fréquemment des communautés entières. Le déplacement de population servait à divers objectifs. Perturber les groupes de résistance potentiels, affecter une main-d'œuvre qualifiée là où elle était nécessaire et repeupler les territoires de fidèles aux Mongols. Pour les personnes déplacées, cela signifiait un exil à vie. Elles risquaient de ne plus jamais revoir leur patrie et leurs descendants apprenaient une nouvelle langue et vivaient dans une culture étrangère. L'impact des châtiments mongols s'explique notamment par le fait qu'ils étaient rarement répétés au même endroit. Pendant des générations, l'expérience d'une ville face aux conséquences de la résistance est restée gravée dans les mémoires. Les historiens d'Europe et du Moyen-Orient ont documenté des récits de cruauté mongole qui se sont répandus au-delà des frontières de l'Empire. Souvent, les villes se rendaient à la vue des cavaliers mongols, non pas à cause de représailles, mais parce que les rumeurs étaient suffisamment convaincantes. À la fin du XIIIe siècle, l'Empire mongol avait établi non seulement une structure militaire, mais aussi psychologique. Les châtiments n'étaient pas de simples actes de cruauté. Ils faisaient partie d'une stratégie qui rendait toute résistance vaine. Les captifs étaient transformés en ouvriers, guerriers et semeurs de terreur. Les survivants portèrent des cicatrices physiques et émotionnelles à vie. Et leurs récits sont devenus partie intégrante de l'arsenal mongol, semant la terreur sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. La dure réalité est la suivante. Sous la domination mongole, la survie après la capture était moins une question de hasard que d'utilité immédiate pour les conquérants. Chacun, soldat, artisan, noble, était confronté à des probabilités distinctes, mais partageait un danger inhérent. La défiance signifiait la mort immédiate. La reddition pouvait prolonger la vie, mais transformer l'individu en une pièce d'échec dans la stratégie plus large des Mongols. Les individus inutiles ou insignifiants étaient injetables. La punition n'était pas une aberration dans leur système, mais un aspect fondamental. Pour la plupart, survivre au conflit initial annonçait simplement l'entrée dans une forme de dévastation plus progressive et contrôlée. Capturé par les Mongols, on ne perdait pas simplement sa liberté, mais on se heurtait à un dispositif d'intimidation méticuleusement conçu, destiné à briser le corps, à oblitérer l'identité et à transformer l'existence en un outil pour nuire à ceux autrefois considérés comme des proches. Le plus terrible, ils n'avaient pas besoin de vous tuer pour vaincre, ils avaient simplement besoin de vous contraindre à vivre selon leurs diktats.